La multiplication des agressions à des niveaux de violence variables interroge. Et lors d'un colloque, l'Institut pour la justice, dans un colloque qui s'est tenu en décembre 2018, Terrorisme, psychiatrie et justice, a publié des actes tout à fait intéressants dont, pour ne rien vous cacher, je me suis inspirée. C'est mieux. L'improvisation dans ce type de sujet est douteuse. Et donc, je me suis inspirée d'une chronique également au Dalloz de Fiona Conan et Clément Brossard du 10 février, donc extrêmement récent. Il vaut mieux citer ses sources, c'est toujours mieux. Donc en France, la jurisprudence tendait à reconnaître la responsabilité pénale de celui qui s'était lui-même mis en état d'ébriété. On a évidemment l'article 64 et puis l'article 122.1 du Code pénal. L'abolition du discernement au moment des faits exonère donc la personne de sa responsabilité pénale, alors que le trouble mental partiel est une cause d'atténuation de la responsabilité pénale. Le trouble doit en toute hypothèse être prouvé. Il n'existe pas de présomption d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité. En raison de la difficulté pour les juges de constater eux-mêmes le trouble, une expertise psychiatrique est souvent ordonnée par la juridiction d'instruction ou de jugement. Cette expertise psychiatrique est d'ailleurs obligatoire en matière criminelle. Dans un arrêt du 13 février 2018, la Cour de cassation avait renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises en relevant notamment que la consommation importante de stupéfiants ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du discernement, mais au contraire comme une circonstance aggravante. Et c'est quand même logique. On a des circonstances aggravantes qui existent dans le Code de la route et qui n'existeraient pas dans notre Code pénal. Quant à la recherche volontaire d'ébriété, qu'elle soit provoquée par l'alcool ou par les substances stupéfiantes, ne peut être une cause exonératrice de responsabilité, même si l'intéressé commet une infraction non préméditée, qu'il n'aurait en toute hypothèse pas commise s'il avait été dans un état normal. Des études multiples montrent que le nombre de ces derniers s'intoxiquant volontairement afin de se donner du courage pour pouvoir procéder à leur acte délictueux. C'est le cas prévu par la loi. Cette intoxication vaut préméditation. Mais où placer le curseur ? Où se trouve la frontière entre, d'une part, l'irresponsabilité pour cause d'intoxication et, d'autre part, la cause aggravante de responsabilité ? C'est bien la question qui nous pose. Depuis la loi de 2008, lorsque le juge d'instruction considère qu'il y a irresponsabilité pénale, l'instruction peut se clore devant la chambre de l'instruction. Et donc, notre excellent collègue Roger Carucci vient de déposer une excellentissime collègue Roger Carucci vient de déposer une proposition de loi qui vise précisément à modifier cette procédure. Et donc, la sensibilité de ces procès devrait permettre de ne pas échapper à un procès aux assises. Un débat public fouillé, la recherche, les auditions d'une cour d'assises permettent à la famille, Madame le garde des Sceaux, de mieux comprendre les faits et évidemment de faire son deuil. La question est de savoir qui doit trancher l'irresponsabilité pénale, des magistrats professionnels ou un jury populaire. Il y a là un angle mort de nos dispositifs. Et j'ai moi-même déposé une proposition de loi pour modifier l'article 122.1 du Code pénal, qui est évidemment très bien complétée par la proposition de Roger Carucci. Et nous pensons, Madame le garde des Sceaux, aux droits des familles. Et je crois qu'il est important de revoir ce dispositif. Tout le monde a conscience de la difficulté de revoir le dispositif du Code pénal, et surtout dans des circonstances qui sont celles du moment et aussi qui touchent à la psychiatrie. Et on sait que la psychiatrie est un peu le maillon faible de l'ensemble de ce dispositif. Il y a d'ailleurs une mission d'information en ce moment au Sénat sur ce sujet. Alors je suis allée un peu chercher ce qui se passe à l'étranger. En Italie, les cas d'exclusion ou de diminution de responsabilité renvoient tous à l'altération totale ou partielle de la capacité de comprendre ou de vouloir de leur auteur. Il convient de relever que parmi les facteurs spécifiques d'irresponsabilité, outre les pathologies mentales, l'intoxication ponctuelle ou chronique par consommation d'alcool ou de stupéfiants est largement évoquée dans 5 articles du Code pénal. L'auteur qui savait ou aurait dû savoir que sa consommation causerait une altération de ses facultés est jugé responsable. De plus, si l'ébriété a été arrangée sciemment aux fins de commettre un délit ou de se procurer une excuse, la peine est augmentée.
Et la même disposition s'applique dans le code allemand. Dans le code allemand, il n'y a pas de disposition spécifique, c'est la jurisprudence qui, elle, a élaboré un dispositif pour conserver la responsabilité de l'auteur qui commet un acte délictueux dans un cas d'intoxication dont il souhaitait ou pouvait prévoir les conséquences néfastes et qui n'a pris aucune mesure pour empêcher sa survenue. Donc, Madame le garde des Sceaux, je crois qu'on est là dans un sujet qui est extrêmement délicat, qu'il faut traiter avec, pour le coup, discernement. Mais je crois que le travail qui est fait par les pénalistes, par les psychiatres, par les parlementaires, devrait vous montrer qu'il y a là quand même une faille, un maillon manquant dans notre dispositif de responsabilité. Et à tout le moins, on ne peut pas arguer de sa propre turpitude, je dirais, en tous les cas. Je ne peux pas être sous l'emprise de stupéfiants volontairement, boire de l'alcool volontairement, commettre un acte délictueux volontairement et ensuite aller chercher une excuse au motif que je n'ai pas conscience de l'acte que j'ai commis. Madame le garde des Sceaux, je conclurai en pensant aux victimes. Je crois que ce maillon manquant serait un maillon supplémentaire dans l'aide des victimes à faire leur deuil.